à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je vois que vous êtes très nombreux à vous être connectés. Alors, il est 11h03, donc je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous. Je suis Charlotte de Villers, responsable marketing chez Didu, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'IA générative, un sujet très tendance. On va parler de ce que c'est, les cas d'usage possibles pour les entreprises avec l'exemple de Stellantis. Vous pouvez vous poser vos questions à n'importe quel moment dans le chat qui est dans le menu de droite. On aura 15 minutes environ pour y répondre à la fin de cette présentation. Je laisse là maintenant la parole donc à Mathieu, Fabien et Tony pour se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Mathieu Changard, je suis un des cofondateurs de Didu et aujourd'hui je suis responsable de l'équipe opération, c'est-à-dire des chefs de projet qui vont mettre en place les bots chez nos clients et des Customer Success Managers qui prennent le relais une fois que les bots sont en production. Bonjour à tous, voilà, je me présente, je m'appelle Fabien Sonner, je travaille chez PSA puis dorénavant Stellantis depuis un peu plus de 30 ans. J'ai toujours travaillé à l'IT sur des projets de convergence Peugeot, Citroën, puis Opel et Vauxhall, et maintenant Fiat et Chrysler, et plus spécialement dans les métiers de l'exploitation au service des utilisateurs du SI. Depuis 2014, je suis chef de projet des assistants virtuels. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tony Friot, donc moi je travaille depuis 11 ans chez Stellantis et ça fait depuis 2017 que je travaille avec l'outil Didou et je suis chef de projet avec Fabien sur ce domaine-là. Merci, nous sommes ravis en tout cas de faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter Didu ? Alors Didu, c'est une société française qui existe depuis 14 ans maintenant et on est éditeur logiciel de mise en place de bots, de chatbots et de callbots chez nos clients, bien avant la mode des chatbots. Donc on a plutôt coutume de dire qu'on est expert en IA conversationnelle. On propose à nos clients une plateforme plutôt orientée métier pour concevoir les bots, de manière à ce qu'ils puissent apporter les contenus, les questions, les réponses de la manière la plus autonome et la plus intuitive possible. Aujourd'hui, on a 160 projets actifs chez 70 clients, ce qui veut dire que la plupart de nos clients ont plusieurs chatbots ou plusieurs callbots avec nous, et essentiellement sur des use cases de relations salariées, donc des bots qui répondent aux employés, ou de relations clients, donc des bots qui vont répondre aux clients. Et on est transverse, c'est-à-dire qu'on est à la fois présent sur des secteurs type télécom, services aux entreprises, banques, assurance, énergie, secteur public et industrie automobile, bien évidemment. Merci Mathieu. Et Fabien, peux-tu nous en dire un peu plus sur Stellantis ? Oui, tout à fait. Alors, Stellantis, c'est le groupe qui est issu de la fusion des groupes PSA et FCA, donc en 2021. À l'origine, il y avait le groupe PSA avec Peugeot, Citroën, DS Automobile et plus récemment avec l'acquisition d'Opel Vauxhall. Et le groupe FCA qui comprend Fiat, plus Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, et le groupe Chrysler avec Jeep, Dodge et Ram. On a également deux sociétés de mobilité qui sont Free2Move et Elysis. Donc, depuis la création du groupe en 2021, on est en pleine opération de fusion de l'IT. C'est en cours pour le choix parce qu'on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes organisations. Donc, on est aujourd'hui en train de travailler sur cette partie-là. Et on compte à peu près plus de 400 000 collaborateurs qui travaillent dans le groupe, répartis sur plus de 30 pays. Merci Fabien. Donc, vous avez démarré votre projet de chatbot en 2011 avec Didu. Quels étaient vos enjeux initiaux et pourquoi avoir mis en place un chatbot dans votre entreprise ? Oui, effectivement, Charlotte, on a commencé en 2011, donc ça fait déjà quelques années avec Didu. On a fait le choix de mettre un chatbot pour répondre à des enjeux économiques. Faut être honnête. Au départ, c'était simplement c'est un grand mot, c'était réduire les coûts des supports au poste de travail. Donc, il y avait des équipes en local sur chaque usine et sur des plages horaires très larges. Et le but était de réduire toute cette partie-là qui coûtait plus ou moins cher. On avait la documentation qui était disponible, mais pas facilement accessible pour les utilisateurs.
puisque bon, il y a toujours la problématique du vocabulaire. L'utilisateur final, l'employé, il a son propre vocabulaire, l'IT a son propre vocabulaire, et pour arriver à mixer tout ceci et à trouver la bonne réponse à la question, ce n'était pas facile. Et la solution a été évidente. C'était le bot qui permettait justement de comprendre le vocabulaire utilisateur et d'y associer la réponse de l'IT. Une fois cette partie réalisée, on a très vite vu qu'il y avait également des réductions possibles au niveau du service desk, puisque il est central européen pour le groupe PSA. Et c'était le second volet de réduction des coûts. Le but était de fournir la documentation qu'appliquaient les agents du service desk directement aux utilisateurs, c'est-à-dire des arbres de décision, des procédures step by step pour s'auto-dépanner. Et en cas de difficulté, au pire, de pouvoir passer en escalade via live chat ou via l'ouverture d'un ticket pour traiter le problème si celui n'a pas été résolu. Il a fallu aussi, et ça c'était un autre challenge, intégrer des langues et plusieurs langues. Aujourd'hui, nous avons plusieurs langues, le français naturellement puisque c'est le point de départ, l'anglais, l'espagnol et d'autres langues encore, plus des nouvelles compétences sur d'autres périmètres. Donc ça, c'était vos enjeux en 2011. Pour qu'on comprenne mieux votre projet et pourquoi aujourd'hui vous souhaitez intégrer l'IA générative à votre chatbot, est-ce que vous pouvez développer le contexte et l'historique de votre projet? Oui. Alors, le premier bot, après l'étude lancée en 2011, a démarré en 2012 et c'est le bot initial Eva qui a permis justement de répondre aux attentes et de mettre à disposition la documentation existante aux utilisateurs. Ce chatbot a été lancé en français sur le périmètre Europe, avec la difficulté des langues, mais a été tout de suite accessible par tous les salariés via un raccourci sur les PC managés. Très vite, on a trouvé d'autres moyens de déployer ou de rendre accessible ce bot en l'intégrant au portail d'entreprise. Et à partir de là, ça a été le feu d'artifice pour les questions. Parce que, bon, outre les questions IT, les utilisateurs commençaient à poser des questions un peu plus pratiques ou des questions plus générales. Et en plus, il a fallu y ajouter, comme je l'avais dit auparavant, d'autres langues pour pouvoir communiquer l'anglais et l'espagnol. Ces périmètres et ces nouvelles langues ont fait accroître l'exploitation et l'utilisation du bot. Et fort de ce succès, on a commencé à mettre, ce que je disais également, les arbres d'autodépannage avec des solutions très step by step pour aider les utilisateurs et répondre à leurs questions et à leurs problématiques. Et en cas de difficulté, pouvoir escalader, puisque ça, c'était l'essentiel, escalader soit vers un live chat, soit vers un niveau d'expert plus niveau 2 via un ticketing. Cette étape a permis, et je pense que c'est important de le dire, de déployer près de 10 000 smartphones sans intervention humaine, autre que la mise à disposition du smartphone aux utilisateurs. Et donc, il retournait à son bureau et avec le bot, il déroulait la procédure d'initialisation de son smartphone. Et s'il y avait un petit pépin, un souci, ou s'il ne suivait pas, il était accompagné via le live chat par les agents du service desk qui après le remettaient sur la bonne voie. Donc, ça a été un gros succès et ça a permis de faire d'énormes économies. Vu ce contexte et ces résultats, il y a d'autres domaines qui ont commencé à se poser des questions et à se dire on pourrait lancer un bot, et c'est ce qui est arrivé sur un bot métier qui est aujourd'hui le second plus gros bot dans le groupe, qui est Wally, donc sur toute la métier R&D. Donc ça permet juste de retrouver, même projet initial, la documentation avec le vocabulaire des utilisateurs. Une autre étape importante a été 2018, quand le groupe PSA a acquis Opel Vauxhall. Il a fallu trouver et déployer le bot sur le périmètre Opel Vauxhall qui n'utilisait pas du tout cette technologie. Et pour
simplifier l'administration. À cette époque-là, on a séparé la partie RH et un peu plus services généraux, services pratiques du bot IT. Et donc, le bot IT, lui, a été spécialisé sur des aspects vraiment très techniques et a intégré ces fonctions de self-ticketing, de self-help et d'escalade, parce que ça, c'est le plus important. Et il travaille aujourd'hui en 5 langues. Donc, on y a rajouté l'allemand pour Opel, essentiellement. Et puis, le portugais, puisqu'il est également déployé en Amérique du Sud. Il y a beaucoup d'administrateurs pour arriver à gérer tout ça. Et le dernier lancement, qui est en entraînement aujourd'hui, parce qu'il a été lancé pendant la pandémie, donc c'est un peu ralenti, c'est un bot spécifique pour le réseau commercial. Donc voilà, on est parti sur cette démarche dans le même esprit. On a basculé l'application qui était on-prime en SaaS en courant du printemps. Et depuis, on se propose d'utiliser toutes les nouvelles opportunités de ces solutions qui n'étaient pas disponibles en on-prime. Oui, donc on voit que le projet PSA initial, entre ce projet initial et puis l'envergure de Stellantis aujourd'hui, on entend bien que l'activité a énormément évolué, les enjeux également, évidemment. Justement, Tony, tu peux nous en dire un peu plus sur ces nouveaux challenges? Oui, effectivement, Charlotte, dans ce contexte, voilà, d'entreprise, voilà, très 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 grande qui est Stellantis et la fusion nécessaire de l'IT, on a des nouveaux challenges comme on a de la nouvelle documentation voilà, pour former les gens sur la suite Office 365 pour la partie Fiat qui n'était pas sur ce type de produit. Donc tout ça c'est stocké sur SharePoint. Et on doit intégrer cette nouvelle documentation, voilà, qui est commune et on doit la traduire dans toutes les langues. Ça aussi c'est un autre challenge, notamment maintenant l'italien. En plus de toutes celles qu'on avait déjà. Et donc, on a un gros volume de connaissances à manager déjà existants et qui continuent à grandir, et les périmètres aussi qui souhaitent voilà, grandir. Et donc, l'IA générative, avec la possibilité de poser des questions sur la documentation, nous intéresse beaucoup. Et la proposition de Didou qui répond aux exigences de la GDPR avec voilà, une solution très intéressante nous intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que voilà, on en parle aujourd'hui. Merci. Donc, j'imagine avec tout, voilà, on a bien l'historique, le contexte pour un gros groupe comme Stellantis. J'imagine que certains de nos participants doivent se reconnaître dans les différentes problématiques que vous avez évoquées, notamment, voilà, il y a de la documentation sur SharePoint, comment on fait pour gérer ça, quand les périmètres grandissent, sur voilà, une stratégie multicanale. Donc, justement, là, en parlant d'IA générative, peut-être que tout le monde n'a pas le même niveau d'information. On en entend beaucoup parler, mais c'est pas toujours évident de le définir. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'IA générative? Oui, alors je vais essayer de faire court parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, voire même plusieurs. Donc, on entend beaucoup parler d'IA générative depuis globalement 1 an maintenant, depuis que ChatGPT a fait son buzz l'année dernière. Et donc, l'IA générative, c'est une catégorie d'IA qui se concentre sur la création de données, de contenu, de choses artistiques. Et donc, elle vise à reproduire des données, des nouvelles données, qui ressemblent à celles que nous, êtres humains, aurions pu créer. Donc, que ce soit du texte, de la musique ou des images. Donc, si vous avez déjà testé ChatGPT, si vous avez déjà testé Midjourney, vous avez pu voir la qualité des contenus qui sont produits. Pour ce qui est des bots, donc des chatbots particulièrement, on va utiliser ce qu'on appelle des LLM en anglais, donc Large Language Model. Et c'est un outil qu'on utilise en traitement automatique du langage, donc typiquement la compréhension d'une question et la restitution d'une réponse. Et ça permet de prédire la probabilité d'une séquence de mots dans un contexte donné et dans un langage donné. Bon, c'est assez théorique, mais ça peut servir dans plusieurs cas d'usage. Donc, on peut s'en servir dans des chatbots, on y reviendra, mais ça peut servir aussi pour faire de la traduction, résumer des textes, générer des textes. On peut lui demander d'écrire une poésie. Ça peut corriger des textes aussi, éventuellement faire un peu d'analyse de sentiments.
Et puis, ça peut aussi faire de l'indexation sémantique, ce qui est quand même l'objet de notre présentation du jour. Et donc, je vais juste m'attarder un tout petit peu sur l'indexation sémantique. Et le but du jeu, c'est de pouvoir prendre des documents qui sont disponibles chez nos clients, que ce soit des sites SharePoint, des sites intranet, des sites même Internet tout court, que ce soit des documents PDF, Word, PowerPoint notamment, que vous hébergez chez vous, de quelque manière que ce soit. Et donc, le principe, c'est d'aller parcourir l'ensemble de ces documents-là et donc créer un index en utilisant justement la mécanique des modèles de langage. Et ensuite, quand une question va être posée, donc dans un premier temps, elle va être traitée par le moteur Didu. Et si le moteur Didu ne peut pas répondre, il va interroger le moteur d'indexation. Et donc le moteur d'indexation va traiter la question posée de la même manière qu'il avait traité le document. Ça va lui permettre de trouver un ou plusieurs paragraphes proches de la question qui est posée. Et à partir de cet ensemble de paragraphes, rédiger une réponse. Donc c'est là où l'IA générative rentre en jeu, c'est-à-dire que on va pas écrire texto ce qu'il y a dans le paragraphe, on va le reformuler un tout petit peu et on va afficher ça sous forme de conversation de chat. Le principe, c'est que pour l'utilisateur final, c'est complètement transparent. Il ne sait pas finalement si la question elle provient de la base d'IDU ou si elle provient de l'indexation. Et pour l'administrateur des contenus, ça lui permet de passer moins de temps à gérer les contenus, notamment quand ils existent sous forme de documents. Merci Mathieu. Donc, je ne sais pas à quel point c'est clair pour tout le monde, mais on va vous montrer une vidéo de démonstration qui va vraiment illustrer tout ce qui vient d'être dit. Et puis, je vois qu'on a pas mal de questions. On y revient dans quelques instants. Donc, pour revenir à Stellantis, on a vu que le but d'intégrer de l'IA générative dans votre contexte, c'est d'enrichir le périmètre de votre bot de manière automatisée et en allant chercher l'information directement dans les documents existants et notamment des documents SharePoint, sur SharePoint en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce nouveau projet ? Oui, tout à fait. Donc, oui, SharePoint, c'est de plus en plus utilisé. Hein. Donc, déjà par la branche ex-PSA et la nouvelle branche, l'ancienne branche, pardon, ex-Fiat, qui est en train d'adopter la suite Office 365. Et donc, là, le premier périmètre, c'est d'intégrer les connaissances dont je parlais tout à l'heure sur Office 365 et qui sont stockées sur SharePoint. Et donc, en ciblant un peu plus particulièrement les gens de Fiat qui sont pas trop habitués à cette suite qui était chez Google auparavant. Super, donc on va vous montrer concrètement ce POC, ce Proof of Concept, dans la démo pour vous montrer ce qui a déjà été fait. On va prendre notamment l'exemple sur une question sur la synchronisation de notebook. Alors, je vous demande un petit instant le temps de lancer la démonstration. Donc, Tony, tu vas d'abord nous présenter l'actuel, donc sans chatbot, Oui, voilà. ni IA générative. Comment on trouve cette information ? Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas référencé, comme je disais. Donc là, on voit le site SharePoint d'aide sur Office 365. Donc voilà, il y a des menus par produit. Bon, il n'y a pas de zone de recherche. Donc, on choisit son produit, on cherche et on trouve la question qui nous correspond. Il faut lire tout le contenu. C'est pas très très simple. Une fois qu'on a trouvé, il faut encore y accéder. Donc, il y a pas mal de clics et il n'y a pas la possibilité d'accéder directement. Et donc là, c'était un PDF ensuite qu'on voyait, c'est ça ? Enfin, il y avait Oui. Très bien. Et donc là, ce qui est en POC actuellement, c'est notamment sur ce périmètre-là, donc via le chatbot et l'IA générative, ce que ça peut donner. Oui, vas-y. Donc là, le principe, c'est qu'on va prendre des fichiers. Alors, ça, c'est pour l'illustration. Donc, on a pris 10 PDF là pour l'instant, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être quelque chose qui est crawlé, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'on a un outil qui vient chercher régulièrement chez vous toutes ces infos-là. Donc là, on va créer un index à partir de ces 10 fichiers-là.
Donc là, vous allez voir, c'est quasiment en temps réel, hein, donc ça prend assez peu de temps à créer. Et une fois que l'index est créé, bon, ben, on retrouve donc le site SharePoint, la question, enfin la chatbot plutôt. Et donc là, on va poser une première question qui, elle, aujourd'hui, est encore traitée par le moteur Didu. Et d'ailleurs, cette question-là est un arbre de décision, puisque pour répondre à cette question, on a besoin de savoir en fait quel module a été désactivé. Donc on va cliquer sur le premier et ça va nous fournir une réponse. Voilà, donc tout ça aujourd'hui, c'est un chatbot Didu classique. On a un arbre de décision, on pose une question et on a une réponse avec un formatage qui a été défini par les administrateurs de contenu chez Stellantis. Et maintenant, on va poser une deuxième question et on va revenir sur notre boucle, justement. Cette question n'existe pas aujourd'hui dans la base de connaissances Didu. Et donc, alors, là, on est sur une démo, donc on se rend peut-être un petit peu moins compte, mais la réponse prend un peu plus de temps à se générer parce que on va interroger le moteur d'indexation qui, lui, va trouver l'information dans le PDF qu'on voyait tout à l'heure et qui nous restitue ça sous forme de réponse dans la boîte de dialogue comme suit. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le paragraphe, il essaye de le reformater pour que ça rentre dans une fenêtre de chat. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne le lien vers le PDF. Comme ça, on a simplement à cliquer dessus, la page concernée, et on arrive directement ici. Et alors, ce qui est intéressant justement de noter ici, c'est que là, la documentation est en anglais. Et pourtant, on a posé la question en français et il nous répond en français. Donc, il y a bien la gestion également des langues ici, notamment anglais-français marche très bien. Merci beaucoup pour cette démonstration. J'espère que ça permet vraiment aux participants de se rendre compte de ce que peut apporter l'IA dans ce cadre-là. Donc, oui, n'hésitez pas d'ailleurs à vous poser vos questions en commentaire. Je vois qu'il y en a déjà beaucoup. On y répond dans quelques minutes. Et donc, si ce POC est concluant, quelles sont les prochaines étapes du projet et quel autre cas d'usage également on peut envisager avec l'IA générative? De notre côté, oui, si le test est concluant, on souhaite étendre donc cela à d'autres périmètres. Déjà, voilà, étendre les sites SharePoint que l'on va indexer et inclure les périmètres voilà, petit à petit. C'est une certitude et on a voilà donc une contrainte, c'est un démarrage du service Deskmonde l'année prochaine. Donc on souhaiterait voilà pouvoir démarrer avec eux en incluant cette nouvelle fonction. Très bien. Et Mathieu, tu peux nous en dire aussi, toi, un peu plus sur tous les autres cas d'usage aussi qu'on peut imaginer avec l'IA générative? Oui, et je vais me permettre de répondre à une des questions que j'ai lues là dans la file, qui concerne pourquoi on continue à utiliser le bot Didu avant d'interroger l'IA générative. Ça me permettra aussi de répondre aussi aux évolutions qu'on imagine. Oui. Pourquoi on fait ça? Parce que, alors déjà, les réponses qu'on fournit à travers les bots Didu, c'est des réponses qu'on maîtrise. Alors que les réponses qui sont fournies à travers l'IA générative, même si elles sont issues de documents que vous avez déjà ou qui ont été rédigés chez vous, on maîtrise moins. C'est des réseaux de neurones, c'est par définition non prédictible. Donc, à une question donnée, on n'est pas certain de la réponse. Et si on la pose une deuxième fois, même juste après, on peut avoir deux réponses légèrement différentes. Donc, quand on veut maîtriser à 100% les réponses qu'on fournit, on préconise, nous, de laisser les réponses chez Didu et garantir sur les 80% de questions les plus courantes, qui représentent finalement en général entre les 20 et 100 connaissances maximum, on va dire les questions sur lesquelles il y a une vraie valeur ajoutée. Pour tout le reste, là, on peut escalader vers un modèle de langage qui, lui, va indexer les contenus. Donc ça, c'est une première chose. Après, vous avez aussi des situations un peu particulières, donc peut-être des réponses un peu sensibles, des escalades que vous voulez contrôler. Donc, quand je dis escalade, c'est envoyer vers un canal humain. Ça peut être aussi interroger un système d'information chez vous, un CRM, un outil de ticketing. Voilà, donc pour tout ce type de contenu, on laisse les connaissances, les intentions dans le moteur Didu. Le reste, on le délègue au modèle de langage. Donc ça, c'est quand on est en mode d'indexation sémantique.
Mais on a d'autres pistes, nous, d'évolution de notre outil, en particulier du moteur DIDU, pour lui donner la possibilité d'exploiter aussi la partie, on va dire, compréhension d'une question avec le modèle de langage. C'est-à-dire qu'on va faire indexer modèle de langage la base de connaissances DIDU, ce qui permettra de comprendre plus de formulations d'une même question sans qu'on ait besoin de rajouter des centaines et des centaines de groupes de formulations ou de formulations dans les connaissances. Donc ça, c'est un premier axe. On pense aussi l'utiliser pour quand on crée justement des groupes de formulation ou même parfois des réponses, se servir sur la partie génération de contenu d'un modèle de langage pour qu'il nous donne des réponses soit alternatives, enfin des questions alternatives quand on est sur les groupes de formulation, soit qui nous aide à rédiger des réponses. Si vous avez déjà utilisé des outils comme Gmail ou même parfois dans Word, quand on écrit un texte, il nous propose de compléter ce qu'on est en train d'écrire. Voilà, ce serait utiliser ce genre de choses-là. Et on regarde aussi pour potentiellement la traduction automatique qui pourrait aussi être effectuée à partir des modèles de langage. Très bien. Merci beaucoup Mathieu, Fabien et Tony pour cette présentation. On a plein de questions, évidemment. C'est un sujet qui intéresse. En tout cas, déjà de ce qu'on a présenté, j'espère déjà que ça vous a permis de mieux comprendre comment tirer profit de l'IA générative dans votre entreprise et que ça vous a aussi donné des pistes de réflexion. Si ce n'est pas encore tout à fait le cas, n'hésitez pas encore à vous poser vos questions. On a encore quelques minutes. Et donc, justement, restons sur le sujet de la complémentarité base de connaissances et IA générative parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Donc, on a des personnes qui nous disent qu'on ne comprend pas bien, du coup, est-ce qu'on doit créer des connaissances pour utiliser l'IA générative ou est-ce qu'on peut combiner les deux données, à la fois les données internes de l'entreprise et du contenu web pour fournir une réponse? Alors, je pense qu'il y a deux situations. Il y a la situation où vous avez un bot existant, DIDU, et que vous voulez ajouter, on va dire, de l'indexation sémantique parce que vous avez aussi par ailleurs de la documentation. Donc, dans ce cas-là, on va regarder finalement ce que vous avez comme documentation et le recouvrement qu'on a avec la base de connaissances DIDU pour se dire, bon, finalement, ces connaissances dans la base DIDU, elles ont plus grand intérêt, autant qu'on les délègue au moteur. Donc ça, c'est pour tout à l'heure, je parlais des 80% de cas d'usage les plus fréquents. Là, on est plutôt dans les 20% restants. Donc ça nous permet de réduire la taille des bases de connaissances DIDU, donc moins de travail à fournir autour de l'entretien. Donc, en gros, l'enjeu sera là-dessus. Pour ce qui est du branchement à l'indexation sémantique, ça, c'est quelque chose d'assez facile. En gros, on rajoute juste une connaissance DIDU qui fera, en gros, la stratégie d'escalade. Donc, aujourd'hui, là, ce qu'on vous a montré, c'est une stratégie où on commence par vérifier chez DIDU et ensuite, on va chercher dans le modèle de langage. Donc, ce branchement-là, il est assez rapide. Si vous êtes plutôt dans un cas où c'est un nouveau chatbot que vous créez depuis zéro et pour lequel vous avez déjà beaucoup de documentation, dans ce cas-là, on pourrait commencer en ayant une base de connaissances DIDU extrêmement petite, avec assez peu de contenu, et en regardant un peu ce qui se passe, en lisant les conversations, en regardant un peu les questions qui sont posées par les utilisateurs et les réponses qui sont fournies par le modèle de langage, voir quelles sont les questions finalement qu'on voudrait rajouter dans la base DIDU pour maîtriser le contenu, pour maîtriser les réponses, et aussi pour répondre plus vite, parce que bon, ça c'est peut-être pas trop vu sur la démo, mais les modèles de langage, ça met plus de temps à répondre que le moteur DIDU. Et puis pour avoir un formatage vraiment maîtrisé, vous pouvez mettre plus d'images, vous pouvez mettre des vidéos, des choses que voilà, quand on extrait depuis l'indexation sémantique, entre guillemets, on a juste un lien vers le document d'origine, mais on n'a pas toute la présentation aussi propre qu'on pourrait l'avoir avec un bot DIDU. Et après, il y a une deuxième question sur à la fois des documents internes et du web, je crois que tu m'as dit. Non, alors je n'ai pas posé cette question, mais effectivement, c'est une question qui est posée. Est-ce que peut-être que tu peux répondre plus largement à justement quel type de documents on peut intégrer dans cette indexation pour répondre plus large? Oui. Alors, on peut indexer des sites web, ou des sites, donc Internet ou intranet. On peut indexer des documents, des fichiers, donc des PDF, des Word, des PowerPoint. Il y a d'autres types de fichiers qui sont supportés aussi, mais bon, l'essentiel qu'on a, ce sont ceux-là. Et ça peut être un mix, donc on n'est pas obligé de se contenter d'un intranet ou d'un fichier Word. Voilà, on se met d'accord sur les données que vous voulez indexer et on les indexe. Et on se met aussi d'accord sur la fréquence à laquelle il faut venir les regarder. Si c'est des contenus qui changent toutes les semaines ou tous les ans, on les réindexe en fonction.
Très bien. Et du coup, il y a une question qui est intéressante, justement. Peut-on envisager de ne pas avoir de base de connaissances d'IDU, mais uniquement juste ce process d'indexation pour constituer la base de connaissances de son chatbot? Nous, on pense que c'est important de garder quand même un peu ce côté hybride, même si on peut penser que c'est plus simple finalement de ne pas gérer du tout de contenu dans la base de connaissances d'IDU, parce qu'encore une fois, vous avez forcément des questions un peu sensibles, des questions sur lesquelles vous voulez contrôler ce qui se passe, et on n'est jamais sûr à 100% que la réponse que l'IA générative va fournir sera toujours la même, surtout si des documents se rajoutent les uns aux autres, et que potentiellement vous avez des contenus contradictoires qui sont ajoutés par une autre entité. C'est un exemple. Donc c'est pour ça qu'on pense vraiment que ce côté hybride est intéressant, même si il y a de fortes chances que la base de connaissances d'IDU soit de plus en plus réduite. Mais ce qu'elle gardera, ce sera l'essence des connaissances les plus sensibles. Oui, et puis il y a toujours en plus l'avantage d'avoir un back-office qui permet aussi d'analyser les conversations. Il y a aussi toute la solution d'IDU qui apporte sa valeur ajoutée, sans même parler d'intégrer des connaissances. Et une question qui est beaucoup posée aussi, c'est quel LLM on utilise justement? Alors, on n'est pas dépendant d'un LLM en particulier. On peut se brancher sur plusieurs. Pour ce qui est pour nos clients qui ont des problématiques autour du fait que OpenAI, par exemple, sans le citer, est une entreprise américaine et pour laquelle aujourd'hui c'est pas forcément évident d'avoir des garanties sur RGPD. Donc, si vous n'avez pas de problème là-dessus, on peut utiliser OpenAI. Si vous en avez, on peut héberger, nous, une solution, c'est ce qu'on fait là dans la démo d'ailleurs, qui est Llama 2. Donc, c'est un modèle de langage qui a été édité par le groupe Meta, donc Facebook, mais qui a mis à disposition ce modèle de langage utilisable commercialement et hébergeable par des entreprises. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, ce qui fait que ce modèle de langage, il est hébergé sur nos serveurs en France et il n'y a pas de dépendance à un service tierce. Donc, quand une question arrive dessus, elle reste bien dans un environnement maîtrisé par Didu. Ok, très bien. Donc voilà, on avait aussi une question là-dessus de où sont stockées les informations crawlées par nos soins, chez Didu ou chez notre client et via quels outils. Oui, alors c'est par défaut, quand on est en SaaS, c'est stocké chez Didu, donc sur des serveurs hébergés et maintenus par nos équipes. Mais on a démarré un POC avec un de nos clients qui a des questions, enfin des contenus sensibles qu'il ne veut pas sortir finalement, donc on ne peut pas héberger nous. Et ce qui fait que on peut mettre à disposition toute la stack LLM en une prémisse. Donc c'est le chemin inverse finalement que ce que Stellantis a décrit tout à l'heure, mais c'est possible. Donc si vraiment vous avez des problématiques de confidentialité ou de données sensibles qui ne peuvent pas être hébergées par nous, dans ce cas-là, on met toute la stack en on-premise. Alors, ça complique un peu l'affaire et surtout, il faut que vous ayez des serveurs assez puissants parce que les modèles de langage sont des outils très gourmands en ressources informatiques. Mais si vous avez ça, on peut héberger ça chez vous. Très bien, merci Mathieu. On nous demande aussi s'il est possible d'indexer des vidéos. Oui, alors c'est possible, on n'a pas encore fait trop de tests dessus, mais oui, l'outil qu'on utilise, il extrait il fait une transcription. Donc, il va prendre les textes. Alors, évidemment, si c'est juste une vidéo avec du son, ça ne fonctionne pas, mais s'il y a des gens qui parlent, on va avoir la transcription de texte de ce qui s'est dit, et ça, ce sera indexé. Très bien. On parle aussi beaucoup, quand on parle d'IA générative, des phénomènes d'hallucination qui sont possibles. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il peut y en avoir? Et je regroupe aussi avec une question qui nous est posée. Vérifiez-vous la fiabilité des réponses dans le cadre de ce POC? Ça sera peut-être plus pour Fabien et Tony. Alors oui, les hallucinations, c'est un vrai sujet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un paramètre qui s'appelle la température, qu'on peut donc mettre entre 0 et 1. À 0, il n'invente rien, et à 1, il est libre d'inventer un peu tout ce qui lui passe par la tête, si on peut dire. Donc on le positionne plutôt vers 0. Alors pas tout à fait 0, parce que sinon c'est très robotique et ça donne plus du tout l'impression d'avoir une discussion avec un chatbot ou quelque chose d'approchant. Mais en tout cas, on le met très très proche de 0 quand même pour éviter justement au maximum les hallucinations.
Mais ça n'évite pas, malgré tout, bon, les hallucinations, on n'en fait pas tant que ça, mais par contre, ça n'évite pas des oublis. Donc, c'est-à-dire qu'une question que vous posez, si elle est vraiment très précise, avec une réponse en 5 points, ben, rien ne garantit qu'il vous réponde en 5 points, peut-être qu'il va répondre en 4 points. Et comme je disais tout à l'heure, une fois, ça sera en 4 points, une fois en 5 points, ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et ça n'évite pas non plus qu'il se trompe, hein, ça arrive aussi. Parfois, il va répondre autre chose, ce qui rejoint peut-être ta deuxième question sur la fiabilité des données. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Oui, bah après ça dépend aussi de la qualité des données sources. Hein, voilà, comme tu disais, s'il y a des contradictions, donc il peut y avoir aussi un besoin de retravailler les documentations sources. Et après, ce que tu disais aussi, c'est qu'on met ça sur des questions, des sujets où il y a un risque minime et qu'il y a une valeur ajoutée, voilà, qui existe, mais pas autant que sur des processus, les top 5 incidents, les step by step, des choses qui devaient être vraiment très déterministes et très cadrées. Super, merci. On a eu plusieurs questions également sur des intégrations possibles avec HubSpot. Si Mathieu, tu veux en dire un peu plus sur le sujet. Oui. Alors, c'est amusant comme question, excusez-moi, parce qu'on a fait des tests cette semaine sur le sujet, donc c'est vraiment tout frais. Et donc, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience dessus, mais le principe, c'est justement de pouvoir interroger son CRM en langage naturel sur les objets type transaction, contact, entreprise. Mais c'est vraiment tout frais. Donc, on teste, mais je ne peux pas encore vous dire si c'est probant ou pas. On travaille dessus. Très bien. Donc, on a déjà répondu à cette question, mais peut-être en le disant de manière différente. On a une question de comment vous alimentez l'IA. Dans notre banque de données métiers, nous avons beaucoup de données PDF, PowerPoint et vidéo. Est-il envisageable de les convertir en données pour le chatbot? Donc, si tu veux redire les Oui. C'est typiquement le principe de l'outil de crawler, enfin du crawler, c'est ce qu'il va faire, il va aller récupérer tous ces documents et il va les indexer. Et c'est cette étape-là, je pense que vous signalez là. Et donc cette indexation, finalement, c'est là où ensuite, quand on va avoir une nouvelle question qui va arriver, on aura de l'IA qui va donc vérifier dans ces index quels sont les documents les plus proches de la question et qui va rédiger une réponse à partir de ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Si, enfin, je pense que ça répond à la question. N'hésitez pas à nous dire. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas bien compris le rôle de SharePoint. Alors, c'est peut-être que vous n'utilisez pas SharePoint dans votre entreprise, mais SharePoint, enfin, est-ce que Fabien ou Tony, vous voulez nous expliquer, vous, comment vous utilisez SharePoint chez Stellantis? Oui, après, SharePoint, ce n'est pas une obligation. On l'utilise comme support documentaire, comme support pour faire des sites web à destination des employés de l'entreprise. C'est juste une solution ou un support comme un autre. Vous pouvez avoir un autre CMS. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas une obligation. Nous, c'est l'outil qui est un peu choisi par l'entreprise et du fait de la suite Office, c'est tout. Voilà. C'est vraiment juste un support comme un autre. Merci Fabien. On a Fabrice qui commente que si les LLM permettent de réduire le paramétrage manuel de la plateforme dit on doit gagner un temps fou. Donc oui, effectivement, c'est tout l'intérêt d'intégrer cette IA générative, un des nombreux bénéfices en tout cas de l'intégrer. Et par contre, dans quelle mesure l'intégration de l'IA générative impacte-t-elle les coûts? Alors peut-être justement, on peut introduire la question de combien ça coûte d'intégrer l'IA générative au sein de donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, les modèles de langage nécessitent des serveurs puissants qui sont onéreux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote-là, mais en mars, on avait vu passer un article sur les coûts d'hébergement journaliers de OpenAI, donc qui héberge entre autres ChatGPT, et ça leur coûtait à l'époque 700 000 $ par jour. Donc c'est colossal. Hein. Évidemment, on n'en est pas, nous, à avoir ces coûts-là, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'un modèle de langage, c'est quelque chose qui est gourmand en ressources et donc on doit avoir des gros serveurs. Et en plus de ça, quand on pose une question au modèle de langage, il ne répond pas instantanément, on a quelques secondes de latence, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas avoir des milliers et des milliers de requêtes sur un seul serveur, il faut qu'on en ait plusieurs quand on a beaucoup de volume.
Très bien, merci Mathieu. On nous demande également si l'IA générative est déjà disponible à l'ensemble de nos clients et sinon, quand le sera-t-elle? Oui, c'est déjà disponible. Alors, l'IA générative au sens indexation sémantique, hein, puisque comme on disait, il y a d'autres pistes, mais sur cet usage-là, c'est déjà disponible. Donc, si vous voulez creuser la question, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On pourra vous expliquer les étapes. Il y a une question aussi intéressante, on a un peu effleuré le sujet. Y a-t-il un portail Analytics pour comprendre la réponse qui a été fournie par la base de connaissances d'IDU ou de l'IA générative? Et plus généralement, qu'est-ce qu'on propose en termes d'analytique? Alors, les analytics, on a toujours le même tableau de bord qu'avant, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est-à-dire que pour toutes les questions qui sont posées, on voit quelles sont les connaissances d'IDU correspondantes. Par contre, quand c'est une escalade vers le modèle de langage dans le cadre de l'indexation sémantique, aujourd'hui, on voit juste quel pourcentage ça représente au global. Donc, c'est pas encore détaillé en fonction des questions posées. En revanche, ce qui est prévu comme évolution, alors ça pour le coup, j'ai pas de date, mais je sais qu'on va avancer dessus, c'est de se dire, aujourd'hui, le modèle de langage, il est générique pour l'ensemble de nos clients. Et on vient rajouter en gros une couche qui dépend des documents que vous avez, mais ça reste sur une base générique. Ce qu'on voudrait faire, c'est fine-tuner, je ne sais pas si vous avez entendu ce mot-là, mais en gros, c'est ajuster le modèle de langage à partir justement des échanges qu'il y aura eu avec le bot. Donc, si vous avez déjà utilisé la solution d'IDU, vous avez déjà vu la fonctionnalité de relecture des conversations, ben, ce serait vraisemblablement quelque chose dans ce goût-là, sauf que l'action que vous mènerez à ce moment-là, quand ce n'est pas sur une connaissance d'IDU, viendra fine-tuner le modèle de langage pour que justement à terme il réponde de manière de plus en plus précise. Donc ça permettra à la fois d'avoir des données plus proches de votre métier, potentiellement aussi du vocabulaire métier. On a parlé en amont avec Stellantis, ils ont un vocabulaire métier qui est propre et qui n'est pas forcément connu tel quel par les modèles de langage, donc ça permettra d'ajuster le modèle par rapport à ça, et puis ça vous permettra aussi d'avoir des statistiques dédiées. Donc pour l'instant, on a en gros toujours nos stats d'IDU et on sait quel est le pourcentage qui est délégué au modèle de langage et quelles sont les performances. Et demain, on aura le détail par rapport aux questions qui sont posées au modèle de langage. Très bien, merci Mathieu. Il est 45, donc je vais prendre une dernière question et j'essaie de faire des regroupements dans les nombreuses questions qui sont posées, notamment sur la personnalisation des réponses qu'on peut apporter. J'ai notamment la question de est-ce que le bot peut faire des actions dans l'Active Directory comme le déverrouillage de compte, par exemple, ou est-ce qu'on peut faire le lien entre le persona, le profil et l'exploitation des LLM? Alors, pour la première question, faire des actions, justement, c'est là où on pense que c'est utile de garder des connaissances chez Didu, puisque ça, c'est déjà possible, hein. On fait déjà plein d'actions de ce goût-là chez beaucoup de nos clients. Et en ce qui concerne la deuxième question, alors je ne suis pas sûr de bien la comprendre, mais en gros, est-ce que j'imagine qu'en fonction de la personne qui pose une question, soit on va être d'une sexualité plus sympa, ou soit on vous voit, c'est quelque chose comme ça? Je le comprends comme ça également. Du coup, oui, alors en fait, de même manière qu'à ChatGPT, on peut lui dire, pour moi, comme si j'étais un enfant de 5 ans, on peut l'utiliser comme ça et donc lui demander de nous tutoyer, de nous voyer, de nous expliquer avec beaucoup de contenu ou pas. Donc oui, ça marche pareil que ce que vous avez pu expérimenter chez ChatGPT. Très bien, merci Mathieu. Merci encore à tous pour votre active participation. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais on les garde toutes et on reviendra dans la mesure du possible directement par email vers vous pour répondre aux questions qui n'ont pas trouvé leur réponse aujourd'hui. Le replay sera disponible juste après ce webinaire, donc vous aurez également le lien par email. Et puis n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez encore d'autres questions. Merci Tony et Fabien de nous avoir partagé votre expérience sur le POC en cours. On espère que ça donnera suite à un super projet. Et voilà, et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.